Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien. C'est Fabien et on se retrouve pour le dernier podcast du club consacré à la série des Grands Prix avec cette fois-ci un résumé du Grand Prix de Finlande qui a dévoilé les derniers qualifiés pour la finale du Grand Prix mais qui a réservé également des surprises, pas forcément toujours très agréables d'ailleurs. On va y revenir. Je vous rappelle que pour nous suivre et connaître toutes nos actualités, vous pouvez nous rejoindre au club en remplissant les formulaires sur le site ou sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, ou également nous contacter par mail. On va maintenant donc revenir sur ce Grand Prix de Finlande qui avait lieu donc ce week-end à Helsinki. C'était la dernière étape du circuit des Grands Prix, la 6e. Elle a permis donc de dévoiler les derniers qualifiés. Elle a également soulevé un vrai problème concernant le jugement. Notamment en danse sur glace, on va y revenir parce que ça a fait couler beaucoup d'encre dans cette catégorie. On va commencer par revenir sur la catégorie couple, qui était finalement la catégorie où il y a eu le moins de problèmes. Catégorie où, après le programme court, les Allemands Minerva Fabian Hase et Nikita Volodin étaient en tête, mais ça se jouait vraiment à quelques centièmes devant les Américains Kame Oshie et Efimova Mitrofanov, et également Pereira Michaud, les Canadiens. Les 4 couples se tenaient en moins d'un point, donc c'était assez incroyable de voir le dernier groupe du libre qui se départageait pour la victoire. Les 4 premiers donc pouvaient jouer cette victoire. Les Canadiens ont été les premiers à craquer avec beaucoup d'erreurs. Et finalement, ce sont les Allemands en favori qui s'imposent. Hase Volodin, malgré une chute sur le salco en parallèle de Nikita, qui avait pourtant atterri le saut, mais qui a fait une erreur en sortie de réception. Sinon, tout était parfait, un très joli programme, magnifique. Ils peuvent jouer largement le titre olympique, mais il ne faudra plus faire d'erreur cette saison, car ils avaient déjà été battus au Canada. Donc là, ils l'emportent, mais la performance n'est pas parfaite. Ils devancent ceux qui ont très bien patiné. Efimova Mitrofanov, un très joli programme libre sur Love Story, uniquement un petit accro avec un 2 pieds sur le triple salco lancé, mais sinon c'était magnifique. Et podium également pour le deuxième couple américain, Kame Oshie, qui réussit un nouveau podium après celui du Skate Canada. Ils sont en pleine progression et également il y a eu un peu trop d'erreurs pour pouvoir battre leurs compatriotes, mais c'est quand même très prometteur. Au niveau des couples qualifiés pour la finale, c'est très important. Je vais vous donner donc les 6 qualifiés par catégorie et les 3 remplaçants. Donc chez les couples, on aura les Japonais Miura Chiara, les Italiens Conti Macchi, les Allemands Hase Volodin, les Géorgiens Metelkina Berulava, les Canadiens Stellato Dudek Deschamps et les Hongrois Pavlova Sviatchenko. En remplaçant, on aura les Chinois qui sont de retour, Sui Han, Kame Oshie et Efimova Mitrofanov, les 2 couples américains. On va passer à la catégorie dames. Catégorie dames qui voit donc la victoire de Mone Shiba devant Amber Glenn. C'est une petite surprise, car Amber Glenn était la favorite de la compétition. Amber Glenn a remporté le programme court avec un sans faute. Malheureusement, elle n'a pas eu les notes qu'elle méritait. Elle aurait dû monter aux alentours de 78. Elle n'a que 75 après une déduction sur sa combinaison, alors que Mone Shiba a été notée à 72 malgré une petite erreur. Ça donnait déjà le ton de ce qui s'est passé, de ce qui allait se passer. Et dans le programme libre, ça s'est malheureusement confirmé avec une erreur de Amber Glenn qui transforme son triple lutz en double, mais surtout des rotations sévèrement jugées par les juges, notamment sur le triple axel, ce qui ne semblait pourtant pas si évident que ça, alors que Mone Shiba, même si elle a été pénalisée sur certaines rotations, a été moins dégradée que l'américaine. C'est donc une nouvelle victoire en Grand Prix pour Mone Shiba, qui est la seule invaincue d'ailleurs cette saison sur le circuit Grand Prix chez les filles. En 3e place, on retrouve Rino Matsuike qui remonte de la 6e à la 3e place. Là aussi, un très beau programme, un sans faute, comme elle a souvent l'habitude de le faire dans le libre. Mais là encore, elle a été notée généreusement par rapport à Brady Tennell, qui aurait dû vraisemblablement être sur le podium. Un programme magnifique sur mission, mais là encore, très pénalisé par les sous-rotations. On peut noter également que notre Française, Lauryn Schild, a été très mal notée sur le programme court, avec un sans faute. Elle aurait dû être aux alentours des 63 ou 64 et être 5e du programme court, ou 4e.
Elle termine 8e du cours, 8e également après le programme long où elle a eu quelques petites erreurs sur les réceptions. C'est quand même à nouveau une performance très consistante pour Laurine qui est la favorite pour décrocher le quota olympique pour la France. En ce qui concerne les qualifiés, nous avons donc Moneshiba pour le Japon, Kaori Sakamoto, japonaise également, Amber Glenn et Alyssa Liu, deux américaines, et de nouveau deux japonaises, Amina Kai et Rinka Watanabe. Ce sera donc un face-à-face États-Unis-Japon comme l'an dernier, sauf que cette fois-ci, il y a une américaine de plus, c'est Alyssa Liu. Les trois remplaçantes sont une autre américaine, Isabeau Levito, la géorgienne Gubanova, et donc une autre américaine, Brady Tennell, dont on a parlé précédemment. Chez les hommes, on avait un très joli face-à-face qui nous attendait entre Yuma Kajiyama, multiple médaillé mondial et vice-champion olympique, et Adam Sioyinfa qui était de retour en forme après Angers, avec des arbitres comme Jason Brown ou Gogolev par exemple. Le face-à-face a tenu ses promesses, même s'il y a eu quelques déceptions, il faut bien le dire. Les deux patineurs n'ont pas été à leur meilleur niveau en même temps. Dans le programme court, c'est Adam qui prend l'avantage avec un très joli programme sur la Terre vue du ciel en hommage à Léonard de Vinci. Programme avec un quadruple loose somptueux, très beau triple axel. Il se base sur sa combinaison quadruple boucle piqué qu'il tire très en arrière avec un double boucle piqué seulement, mais le programme reste propre, il lui permet de prendre la tête. Devant le surprenant Canadien Gogolev, le seul qui a vraiment fait un sans faute, avec deux quadruples, en grand progrès cette saison, et Kajiyama, qui a pris une belle entrée sur quad triple, a chuté sur un quad salco totalement désaxé et a retourné son triple axel. Jason Brown était à ce moment-là en 4e place. Malheureusement, dans le programme libre, on a retrouvé un Adam un peu batailleur, très très à la lutte sur ses réceptions, sur les deux triple axel, sur le quad Lutz, sur la séquence quad salco, triple salco et également le quad boucle piqué en combinaison qui était un petit peu accroché. Du coup, ça donne une impression un petit peu brouillonne qui s'explique par le fait qu'il a cassé également ses bottines en début de semaine, donc il patinait avec de nouvelles bottines. Ça n'a peut-être pas été simple, il s'est en tout cas bien battu, mais c'est vrai que l'impression artistique était moins forte qu'à Angers sur Michel-Ange, car forcément avec toutes les erreurs commises, ça donnait une impression un petit peu heurtée. Il termine 2e du libre, il cède donc la victoire à Kajiyama, qui n'a pas été parfait, lui non plus, il démarre pourtant très bien avec un quad piqué et un quad salco. Malheureusement, il va connaître une petite hésitation sur le triple flip, sur le triple axel en fin de programme, et surtout une chute sur le deuxième quadruple boucle piqué. Lui aussi ne se rassure pas vraiment, il faut bien le dire, avant la finale, une technique qui se délite un petit peu, ce qui donne un boulevard d'ailleurs à Ilia Malinine, donc sur lequel on va revenir. À noter également le premier podium en Grand Prix pour Stéphane Gogolev qui a fait un très beau libre et également après son excellent cours. Il termine 3e. Il aurait dû être 2e du programme libre vraisemblablement et peut-être 2e du général. J'espère que le jugement sera beaucoup plus juste à l'avenir. Du côté des qualifiés, nous avons donc Ilia Malinine, invaincu et intouchable. Yuma Kajiyama, avec également 2 victoires, même si elles n'ont pas été très convaincante, Shun Sato, Adam Sioyinfa, Mikhail Shaidorov et Daniel Grassel qui devancent au nombre de points cumulés, donc Kazuki Tomono qui est premier remplaçant, Luka Brejgi 2e, remplaçant le Suisse champion d'Europe et le Géorgien Nika Egedze 3e remplaçant. On va maintenant parler de la danse sur glace et là il va falloir vraiment faire très attention sur les compétitions à venir, car ce qui s'est passé en Finlande nous renvoie un petit peu à ce qui se passait dans les années 90-2000 avec des choses que les patineurs ne maîtrisent pas, une sorte de tractation peut-être en coulisses ou en tout cas un trop grand pouvoir donné aux contrôleurs techniques sur cette discipline. On l'a bien vu dès le programme de danse rythmique, avec cette notation très bizarre sur la danse rythmique de Fournier-Baudry-Cizeron. Premier certes, mais avec un score en dessous des 80 points, alors qu'il n'y avait pas d'erreur majeure. Et un contrôleur technique qui a jugé que le début de leur programme était une suite chorégraphique avant les Twizzles, alors que ce n'était pas le cas du tout. C'était juste une introduction de programme. Et du coup, la vraie séquence chorégraphique en fin de programme n'a pas pu être jugée.
par les différents juges car elle n'était pas valide selon le contrôleur technique. Il récidive également dans le programme libre en notant une suspicion d'illégalité sur leur suite chorégraphique, en mettant des niveaux 1 sur des médianes ou des niveaux 2 sur des tweezers, sur des erreurs que quasiment personne n'a vues, même si le contrôleur s'est justifié en disant que pour eux c'était évident de sanctionner ces erreurs. La notation a fait débat et ce qui est assez flagrant, c'est qu'il n'a pas sous-noté que Fournier-Baudry, Cizeron, mais également Gilles Sporier qui dans le programme de danse rythmique prennent des tweezers en niveau base pour elle, également en niveau 2 dans le programme long, beaucoup de midline, beaucoup de pas de niveau 1 pour tous les couples qui ont été, et au moins on peut dire que ça a été identique pour tout le monde, sabrés. On peut noter donc que les Canadiens ont un score qui également n'est pas brillant, avec 122 points sur le programme libre, mais c'est surtout effectivement pour Fournier-Baudry et Cizeron que c'est violent, car même s'ils remportent cette compétition très logiquement, ils obtiennent 9 points de moins qu'au Grand Prix d'Angers, avec 133 points contre 124 en Finlande. Ça a fait réagir, ça a créé un gros débat hier parmi les patineurs qui commencent à parler, qui commencent à dire qu'il y a un problème. On espère que ce sera résolu pour les prochaines échéances et notamment pour la finale du Grand Prix. À noter que ce contrôleur ne devrait normalement pas être au JO d'après ce qu'on a entendu. Donc ça laisse peut-être la possibilité d'un jugement plus objectif. En tout cas, sur cette compétition, victoire de Laurence et Guillaume, c'est indiscutable, devant Piper Gliss et Paul Poirier qui ont fait un très beau programme sur Van Gogh. Et les Américains Zhingas Kolesnik qui sont en plein progrès, troisième. Ils ont un très beau cours. Le libre est un peu plus classique, moins à leur avantage. Ils auraient dû être battus vraisemblablement par les Espagnols Smart Dick qui ont un libre sur dune absolument fantastique et qui ont été eux aussi très mal notés. Au classement général de la qualification pour la finale, Madison Chock et Evan Bates sont qualifiés, tout comme Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron, Laila Fear et Lewis Gibson, les Anglais, Piper Gliss et Paul Poirier, les Canadiens. Très belle qualification en finale pour les Lituaniens Reed Ambrolevicius et les nouveaux Américains Zhingas Kolesnik qui se qualifient pour leur première finale. Au niveau des remplaçants, on retrouve 3 couples qui étaient en finale l'année dernière. C'est donc une déception de ne pas les retrouver cette année, à savoir les Canadiens Lajoie Laga, les Italiens Guignard Fabri qui ont beaucoup perdu lors de leur premier Grand Prix, et Evgenia Loparevra et Geoffrey Brissot pour la France. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette série des Grands Prix. Nous ferons un podcast plus détaillé pour présenter la finale. Des qualifications très intéressantes, même s'il ne faut pas comparer les différents Grands Prix entre eux, on peut quand même voir des différences de jugement assez étonnantes, et notamment en danse sur glace. On espère que pour la finale, tout le monde aura les notes qu'il mérite et que le jugement sera objectif. Je rappelle que pour la finale, il y aura également une compétition junior sur laquelle nous reviendrons lors d'un prochain podcast. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, nous contacter par mail et à nous rejoindre évidemment pour profiter du contenu du club des supporters. À très bientôt. Au revoir.